Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 31, les croyances de votre enfant. Alors, les croyances que votre enfant a à propos de sa scolarité sont capitales pour déterminer sa scolarité. Et là, je dis capital, et si je l'écrivais, eh bien, je l'écrirais en lettres capitales aussi, je le mettrais en gras et je le soulignerais aussi, d'accord ? Les croyances que votre enfant a à propos de sa scolarité sont capitales. C'est ce qui va déterminer ses résultats scolaires. Ça a plus d'influence sur lui que n'importe quoi d'autre. Ça a plus d'influence sur lui que le fait qu'il soit déjà bilingue, par exemple, ou le fait qu'il ait un QI élevé, par exemple. Vous êtes assez nombreuses à me dire justement régulièrement que votre enfant a un QI élevé, mais malgré tout, il rencontre des difficultés. Alors, je vais faire juste ici une toute petite parenthèse à propos de ça, justement, le QI. Parce que vraiment régulièrement, je reçois des mamans qui me donnent le QI. Voilà, mon enfant a un quotient intellectuel de 140, etc., etc. J'ai envie de vous dire, vous vous êtes trompée de siècle, madame. S'il est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, les psychologues utilisaient le fameux QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel pour mesurer l'intelligence, soi-disant, des gens, ou des enfants donc aussi, eh bien, c'est absolument plus considéré comme un facteur déterminant aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'intelligence multiple. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un enfant qui a un QI de 140 si c'est un enfant qui a une intelligence relationnelle proche du néant? Ma fille me racontait par exemple pendant sa première année en classe préparatoire aux grandes écoles qu'il y avait une jeune fille qui était brillante intellectuellement, qui était très douée en mathématiques, qui était très douée en physique certes, mais elle était d'une timidité maladive à tel point qu'elle parvenait même pas à formuler une réponse à l'oral quand le professeur l'interrogeait. Elle était paralysée, elle ne respirait plus, elle était en apnée. Croyez-vous vraiment que son QI ici a une quelconque importance? Elle a raté ensuite ses examens, elle a raté ensuite ses concours parce qu'elle n'a pas été capable de passer les oraux. Vous vous rendez compte? Et son quotient intellectuel ici, il ne sert à rien, il ne sert pas à grand-chose. Comme l'a dit Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide, d'accord? C'est le professeur Howard Gardner qui a le premier parlé de ces intelligences multiples. Selon lui, il y en a 7. La première, c'est l'intelligence logico-mathématique, donc c'est bien celle-ci qu'on appelle le QI. Mais voilà, il existe 6 autres types d'intelligence, et n'avoir que cette intelligence logico-mathématique, même avec un niveau élevé, je suis désolée de vous le dire, mais c'est presque un handicap pour un enfant, ça, s'il n'a que cette intelligence-là, d'accord? C'est plus un handicap qu'un atout, d'accord? Donc l'important, c'est vraiment d'avoir un enfant qui possède aussi un peu de toutes ces autres intelligences. Et justement, ces autres intelligences, ce sont par exemple l'intelligence spatiale, c'est-à-dire être capable de faire une représentation dans l'espace du monde. Bien sûr, l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à interagir avec les autres, la capacité relationnelle en quelque sorte, d'accord? Il y a aussi l'intelligence corporelle, kinesthésique. Ça, c'est la capacité à utiliser son corps pour s'exprimer, pour réaliser quelque chose. Donc ça, c'est cette intelligence dont font appel les sportifs, les danseurs et les chirurgiens aussi, par exemple. Il y a l'intelligence verbo-linguistique. Ça, c'est la capacité à utiliser le langage. Alors, bien sûr, on y trouve les écrivains, les poètes, etc. Il y a l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'intelligence de l'introspection. C'est celle qui nous permet de nous auto-coacher, d'accord? Et puis, il y a aussi l'intelligence musicale et rythmique. Ça, c'est pour les musiciens. Alors voilà, je suis désolée pour cette parenthèse qui est peut-être un petit peu longue ici, mais je voulais juste préciser ça. Parce que pour en revenir au sujet de ce podcast, les croyances de votre enfant ont beaucoup plus d'impact sur sa scolarité en général que ce que vous appelez le QI. Vous comprenez maintenant que j'ai clarifié tout ça? Ok. Donc, qu'est-ce que votre enfant croit à propos de sa scolarité? Et je vais tout de suite commencer par vous demander, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Alors, je crois l'avoir déjà dit dans mes podcasts précédents. Mon mentor Brooke Castillo dit toujours que nos croyances sont des pensées que l'on pense encore et encore. C'est-à-dire des pensées que l'on a l'habitude de penser. Alors, le premier problème avec nos croyances, c'est que bien souvent, nous n'en avons pas conscience. C'est tellement ancré en nous, c'est tellement une habitude
de penser ces pensées que nous croyons que c'est réel. Nous croyons que c'est la réalité, que c'est la vérité. Et alors, on est incapable de reconnaître que c'est juste un système de pensée et que c'est donc complètement optionnel. On peut penser absolument tout ce que l'on veut. On peut penser une chose et son contraire dans la seconde suivante sans aucun problème. Et surtout, personne ne peut nous dire quoi penser. Vous pouvez juste faire ce petit test, vous rendre compte que vous avez une pensée « mon mari est gentil » et vous pouvez aussitôt dans la seconde qui suit vous dire « mon mari n'est pas gentil ». Je suis sûre que vous allez rapidement trouver un tas d'arguments qui vont en quelque sorte étayer la première pensée « mon mari est gentil » et que vous allez être capable dans la seconde de trouver un tas d'arguments qui fait aussi que votre mari n'est pas gentil. On peut penser une chose et son contraire à tout moment sans problème. Personne ne peut nous dire ce que nous devons penser, personne ne peut nous dire ce que nous pensons, mais surtout, rendez-vous-en bien compte, nos pensées sont toujours optionnelles. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il en est de même pour votre enfant, bien sûr. Il peut tout aussi bien penser qu'un 10 sur 20 en mathématiques, c'est très bien, ou choisir de penser que c'est pas terrible. Il peut tout aussi bien penser que ce 10, ça fait de lui un élève bon en mathématiques, ou alors il peut décider de penser qu'un 10 sur 20 fait de lui un élève mauvais en mathématiques. C'est un choix de penser, d'accord? Il peut penser qu'il est capable de faire mieux, de réussir aussi tout simplement. Ou bien il peut penser que c'est difficile, qu'il est nul, qu'il n'y arrivera pas, etc., etc. Ce sont ces pensées qui vont dicter ses résultats scolaires. Pourquoi? Vous le savez déjà, c'est l'outil CFPR qui nous le dit. Nos pensées déclenchent des émotions en nous. La façon dont nous nous sentons fait que nous allons agir de telle ou telle façon et nos résultats sont la somme de nos actions. Un enfant qui pense qu'il va réussir et un enfant qui pense qu'il ne va pas y arriver ne travailleront pas de la même façon car ils ressentiront des émotions différentes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que puisque nos pensées sont des choix, à tout moment, nous pouvons choisir de croire de nouvelles pensées. Nous pouvons surtout choisir de questionner toutes nos croyances. Et je vous invite tout de suite à faire un petit exercice avec votre enfant. Quelles sont vos croyances à propos de l'école? Faites-vous aussi cet exercice, vous là qui m'écoutez, d'accord? Quelles sont vos croyances à propos de l'école? Et puis demandez à votre enfant, quelles sont ses croyances à propos de l'école? Quelles sont vos croyances à propos de la scolarité de votre enfant? Quelles sont vos croyances à propos de ses capacités? Et puis, quelles sont ses croyances à lui à propos de sa scolarité? Quelles sont ses croyances à lui à propos de ses capacités? Ces croyances-là que vous avez, vous, qu'il a, lui, sont toutes optionnelles. Ce ne sont que des interprétations que vous faites l'un et l'autre. Ce ne sont pas des observations de faits réels, tangibles et concrets. Ce sont des interprétations. Une autre question pour vous. Quelles sont vos croyances à propos de votre capacité à l'aider le soir? Tout cela, ça a une incidence considérable aussi sur ses résultats scolaires. C'est pour ça que je dis toujours que ce qui est important pour un élève, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est ce qui lui permettra de choisir de se dépasser au lieu de se laisser couler. C'est ce qui lui permettra d'essayer encore et encore, de persévérer. Le bon état d'esprit, c'est aussi ce qui vous permettra de l'aider chaque soir, avant chaque contrôle, avant chaque révision. Quel est votre état d'esprit à vous aujourd'hui? L'état d'esprit, pour moi, c'est l'ensemble des deux, pensée, émotion. Et c'est cela qui dicte les actions que l'on va prendre. Si votre croyance, c'est que votre enfant a de grosses difficultés à l'école et que vous ne savez pas quoi faire pour l'aider, c'est une croyance. Ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas un fait. Vous pouvez tout autant choisir de croire, et écoutez bien, vous pouvez tout autant choisir de croire que votre enfant a des difficultés passagères, par exemple, et que vous allez tout tenter pour l'aider pour cette nouvelle année. Est-ce que vous sentez la différence que ces deux croyances entraînent? Quand vous pensez que votre enfant a de grosses difficultés à l'école et que vous ne savez pas quoi faire pour l'aider, ou bien quand vous pensez que votre enfant a des difficultés passagères et que vous allez tout tenter pour l'aider pour cette nouvelle année,
Comment est-ce que vous vous sentez dans ces cas-là? Est-ce que vous voyez à quel point les émotions que vous allez ressentir sont différentes? Quand vous pensez que votre enfant a de grosses difficultés à l'école et que vous ne savez pas quoi faire pour l'aider, comment est-ce que vous vous sentez? Dépassé? Découragé? Inquiète peut-être aussi, j'imagine? Alors que quand vous pensez que votre enfant a des difficultés passagères et que vous allez tout tenter pour l'aider pour cette nouvelle année, comment est-ce que vous vous sentez? Optimiste? Courageuse? Volontaire? Déterminée aussi peut-être? Alors comment est-ce que l'on agit dans un cas quand on se sent dépassé, découragé, inquiète? Et comment est-ce qu'on agit dans l'autre cas quand on se sent courageuse, volontaire, déterminée? Vos actions seront complètement différentes et les résultats que vous obtiendrez seront aussi complètement différents. C'est exactement la même chose pour votre enfant surtout. Il faut que vous vous rendiez compte de cela. Il suffit qu'il change un tout petit peu sa pensée initiale pour que les émotions qu'il ressente changent et pour que cela le conduise à prendre des actions qui seront utiles pour sa scolarité. Et c'est aussi simple que ça. Les croyances que votre enfant a à propos de sa scolarité, les croyances que votre enfant a à propos de ses capacités sont capitales, je le redis. C'est ça qui changera tout pour lui pour cette nouvelle année. Alors, est-ce qu'il a aujourd'hui des croyances qui servent à sa scolarité ou pas? Quel est son état d'esprit actuellement? Quel est son état d'esprit pour la rentrée? Est-ce que vous allez encore faire l'erreur d'attendre son premier bulletin de notes en décembre pour vous rendre compte que rien n'a changé depuis l'année passée, qu'il a conservé le même état d'esprit? Votre enfant, lui, il ne sait pas tout ça. Vous devez lui apprendre à modifier ses croyances pour acquérir un bon état d'esprit dès la rentrée. Et bien sûr, je peux vous aider à faire ça. J'ai créé une formation en ligne spécifiquement pour ça, pour la rentrée. Et il y a un module entier qui vous permettra de lui donner le bon état d'esprit pour la rentrée. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est tellement important de le préparer avant cette rentrée, justement. Dans cette formation, je vous parle aussi des habitudes à mettre en place, c'est-à-dire des méthodes et des outils à utiliser tout au long de l'année. Et on peut vraiment commencer dès le premier jour. On ne va pas attendre le mois de décembre pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? C'est du temps perdu pour rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez toutes les informations sur cette formation juste en dessous de ce podcast dans la partie références. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye.